Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce jeudi matin est Enzo Mousset. Il est référent Jeunes Horizons d'Ille-et-Vilaine et il est venu depuis Rennes pour être avec nous en direct ce matin au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci pour votre invitation. Alors on a un sujet assez important. Je veux juste vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro. Voilà, ça c'est pour que les auditeurs vous entendent bien. On a un sujet important qui tracasse, je pourrais prendre ce terme un peu trivial, tout le monde en ce moment. C'est la situation internationale, situation géopolitique en pleine recomposition. Cette géopolitique et j'allais presque dire cette politique internationale depuis l'avènement, en tout cas depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis et ce nouveau volet avec la guerre en Ukraine où Donald Trump a décidé de se rapprocher peu ou prou de Vladimir Poutine pour essayer d'arracher un traité de paix. Quand je dis arracher, c'est surtout au détriment peut-être du président Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine, mais aussi des pays européens. Aujourd'hui, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que finalement les États-Unis sont encore nos alliés ? Alors, je pense qu'il faut préciser avant que c'est nos alliés historiques. Après, aujourd'hui, il y a un changement dans le paradigme et dans la politique internationale des États-Unis. Ça, c'est clair. Et on s'y attendait avec Trump, mais on pensait pas forcément qu'il allait passer de la parole aux actes. Aujourd'hui, je pense que c'est l'effondrement, le début en tout cas de l'effondrement de l'ordre de l'après-guerre après 45, où on a prôné le multilatéralisme avec la création notamment la puissance plus forte de l'ONU sur des choix d'intervention ou pas dans d'autres pays. Et on voit, je pense, un retour des empires avec Trump qui a une vision de l'Amérique qui doit s'étendre en fait dans sa puissance, c'est-à-dire quand il dit qu'il veut reprendre notamment le canal de Panama ou reprendre le Groenland à tout prix, hein. Voilà, c'est le terme employé, c'est par n'importe quel moyen. Et du coup, ça se conjugue avec, je pense, cette idée de laisser la Russie refaire son empire, c'est-à-dire d'être dans un rapport de force avec Poutine, parce que je pense que ce que Trump déteste avant tout, c'est l'Union européenne avec les États, le multilatéralisme, la coopération. Elle a été créée pour nous emmerder, hein. C'est le terme un peu élégant, mais dans la bouche de Trump, voilà, l'Europe est là pour empêcher les États-Unis de tourner en rond finalement. Mais je pense qu'il est dans le rejet du multilatéralisme, comme j'ai dit, plutôt dans le rapport de force, de faire des deals, comme il dit. Après, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Europe, et ça la France le dit depuis longtemps, doit prendre son autonomie stratégique, essayer de réinvestir dans la défense pour pouvoir se protéger, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Russie est un danger pour la France et pour l'Europe plus généralement. La Russie prépare la guerre, mais pas seulement la guerre en Ukraine. Les services secrets danois et allemands disaient il y a pas longtemps que la Russie menait des entraînements tout au long de sa frontière avec les pays européens pour préparer d'éventuelles invasions. Le budget, je sais aussi que le budget militaire de la Russie va encore augmenter. Ils vont passer, aujourd'hui, ils ont 1 200 000 soldats environ. Ils vont arriver en 2030 à 1 500 000 soldats. Donc, il y a vraiment cette idée de Poutine dans la grandeur de la Russie de reprendre de la puissance, de reconstruire un peu l'empire russe, notamment qu'on avait ou en tout cas l'URSS. Il va aller plus loin finalement que l'URSS. Hein. Son idée, c'est l'empire des tsars, voilà, de la grande Russie. Je pense que c'est ça aussi. L'enjeu, ce qu'il faut se dire après avoir fait ce constat du danger de la Russie que tout le monde ne partage pas, en France on le voit aussi dans les opinions politiques, c'est, je pense, de pouvoir agir, d'essayer de montrer, puisqu'il comprend seulement le rapport de force, Poutine, qu'on est capable de mener des actions. Concrètement, une idée qu'a évoquée Édouard Philippe, notamment il y a pas longtemps dans une matinale, ce serait de pouvoir récupérer les 300 milliards d'avoirs russes gelés actuellement en Europe pour les investir
dans la défense européenne et dans le soutien à l'Ukraine. Parce que concrètement, aujourd'hui, la parole, Poutine, ça lui passe au-dessus. Ce qu'il faut, je pense, c'est agir. Faut le rapport de force, finalement. Exactement, je pense que c'est comme ça qu'on peut essayer de le freiner. Il y a aussi autre chose qui est important à préciser, je pense, c'est que la Russie, en termes de poids économique, c'est à peu près le PIB de l'Espagne. L'Europe a aussi des atouts. L'Europe a un marché de plus de 450 millions de consommateurs, un marché très puissant. Il va falloir qu'on soit, je pense, plus dur pour pouvoir défendre nos intérêts. Alors ça a été tout le sens finalement de l'intervention du président de la République hier, Emmanuel Macron, qui a pris cet air grave en disant finalement, si on voulait résumer, la guerre est aux portes de l'Europe et elle pourrait s'étendre bien au-delà de l'Ukraine. Il y a un sommet européen dans la journée qui va se dérouler à Bruxelles autour du débat de l'utilisation et des avoirs russes auquel vous faisiez référence à l'instant, mais aussi de la protection de l'Europe par une forme de parapluie nucléaire français, notre force de frappe. En fait, on va se substituer à l'OTAN puisque, a priori, la messe est dite, Donald Trump ne veut plus s'occuper de la protection de l'Europe, ce n'est plus son problème. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on peut plus faire confiance aux Américains sur la protection européenne. Ça, je pense que c'est un grand choc pour beaucoup d'Européens, peut-être un peu moins pour nous, parce qu'évidemment, on se sent un peu plus protégé avec l'arme nucléaire, même si ça ne fera évidemment pas tout. Le débat, aujourd'hui, il est plutôt simple. On entend notamment le Rassemblement national qui passe son temps à dire qu'on voudrait partager, toi que le président Macron aurait pour le projet de partager l'utilisation de l'arme nucléaire française, c'est-à-dire de partager la décision. C'est de la rhétorique populiste parce que aujourd'hui on sait très bien que la conception, la mise en œuvre et la décision restera française, peu importe ce qui se passe. Le président de la République a rassuré hier en disant il a affirmé c'est la France qui reste à l'initiative. Voilà, et autant j'ai beaucoup de désaccords sur le plan national avec le président Macron, mais sur le plan international, je trouve plutôt bon en ce moment. Et sur la question de la dissuasion nucléaire, l'enjeu, ce serait de pouvoir, par exemple, dire à l'Allemagne que si aujourd'hui elle veut se détacher du protectorat américain nucléaire, la France est aussi là pour la soutenir, parce que tout l'enjeu de cette dissuasion nucléaire, c'est d'être dans une ambiguïté stratégique. Si aujourd'hui on dit à Vladimir Poutine, qui comprend que le rapport de force, qu'on n'utilisera pas l'arme nucléaire sauf si on se fait attaquer directement sur notre territoire national, on a perdu d'avance. Il faut toujours laisser planer le doute. Et voilà, c'est mon avis sur ce point-là. Et je pense que les intérêts vitaux de la France, comme l'a dit Édouard Philippe il y a pas très longtemps aussi, ne s'arrêtent pas à la frontière nationale. La France, c'est pas une île. Donc aujourd'hui, si l'Allemagne est attaquée sur son territoire, je pense que ça fait partie des intérêts vitaux de la France. Il faut rester dans cette ambiguïté pour éviter justement une attaque prochaine ou une attaque éventuelle de Vladimir Poutine sur le territoire européen. Avec quand même aussi une forme d'unité à avoir face à cette défense, et pourquoi pas même, puisque le président de la République l'a rappelé, on rentre finalement cette fois-ci dans le dur, dans l'économie de guerre, avec la possibilité d'investir encore plus dans nos armées, dans les armes, la fabrication d'armes. Comment faire avec la Pologne qui achète des avions, ou justement avec l'Allemagne ou la Belgique qui achètent des avions de chasse américains. Voilà, là aussi, il faudra qu'il y ait une discussion, une unité européenne. Évidemment, et là on a un souci, je pense, c'est dans le fait qu'on achète énormément d'armes aux Américains. Donc c'est bien beau de réclamer l'indépendance et l'autonomie stratégique. Si on renforce pas aujourd'hui l'industrie européenne de défense, c'est-à-dire d'acheter nos propres armes sur notre propre territoire européen, c'est sûr qu'on aura tout perdu. Il va falloir, je pense, augmenter les budgets parce que c'est une question encore de dissuasion. Il en est question au niveau français et plus largement au niveau européen. On a entendu les chiffres annoncés par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui parle de plus de 800 milliards d'investissements, ce qui est extrêmement considérable. C'est évidemment colossal. Il va falloir aussi faire attention à pas sacrifier tous nos services publics.
tout notre système social non plus pour passer dans ces investissements-là. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que par exemple l'Union européenne n'est pratiquement pas endettée, donc elle pourrait aussi emprunter pour pouvoir financer ces efforts-là. Il est question d'un livret, un livret dédié justement quand même à la manière du livret A au financement justement de la défense européenne. Oui, c'est ça. Je pense que je suis pas un spécialiste sur le sujet précis du livret A, cette idée-là, mais je pense que c'est, en tout cas, de ce que j'ai compris, ça m'a l'air d'être plutôt une bonne idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut se renforcer. Aujourd'hui, l'armée française, c'est à peu près 200 000 soldats, si je dis pas de bêtises, plus 50 000 réservistes. En face, on a la Russie qui va avoir 1 500 000 soldats, et on a un gros problème de souveraineté sur tout ce qui est de la question des munitions notamment. Je sais qu'on a à peu près 3 à 5 jours de munitions pour un conflit de haute intensité. Donc avoir des soldats sans munitions, ça nous servira à rien. Donc il y a tous ces enjeux-là à mettre ensemble, voilà. Et il faut introduire la notion technologique. On voit aujourd'hui que la guerre se fait beaucoup par les drones. Il y a cette notion d'intelligence artificielle également. On est très en retard là-dessus. On voit les États-Unis qui progressent, ou la Chine par exemple. La France et plus largement l'Europe est très en retard. On a de très bons, de très bons chercheurs en la matière, de très bons développeurs, mais on a l'impression que là encore les moyens ne suivent pas. Ça va rentrer dans cette économie de guerre, selon vous, l'idée d'augmenter les moyens pour pouvoir avoir la technologie ad hoc pour répondre aux besoins? Ce qui est sûr, c'est que on n'est plus dans les conflits interétatiques simples, entre guillemets simples, avec deux armées qui s'opposent. Aujourd'hui, la Russie, par exemple, elle nous mène une guerre hybride. On a peut-être l'impression aujourd'hui qu'elle nous mène pas une guerre en France, mais tous les jours, les hôpitaux se font attaquer par des cyberattaques, avec on réclame des rançons, etc. Donc la guerre prend beaucoup de formes aujourd'hui. Une forme de déstabilisation, finalement. Voilà, c'est ça, une forme de déstabilisation. Et vu le nombre de formes que peut prendre la guerre aujourd'hui, c'est sûr que l'IA va jouer un rôle très important. On a du talent européen, vous avez raison de le dire, on a des talents européens sur le sujet, mais c'est vrai que c'est peut-être encore, on a peut-être encadré un peu trop tôt, trop vite tous ces sujets-là, ce qui fait qu'on perd beaucoup de nos talents en fait. Donc il va falloir, je sais pas concrètement, j'ai pas des mesures en tête précises, je suis pas un spécialiste du sujet, mais je pense que là-dessus il va falloir essayer de pouvoir faire progresser et de pouvoir avoir vraiment une politique cohérente sur l'intelligence artificielle pour pouvoir faire face aux géants américains et on aura aussi peut-être les géants chinois plus tard, etc. Il faut avoir une vision finalement, un petit peu une vision gaullienne, hein, si vous me permettez, qu'on a perdu au fil de la paix, puisque depuis 80 ans, voilà, le continent européen est épargné par les guerres. On s'est un petit peu trop endormi sur nos lauriers, de votre point de vue. On n'a pas imaginé que demain on pouvait être la cible d'une attaque, d'où qu'elle vienne. Je partage plutôt cette vision parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le général de Gaulle, au final, il avait vu très loin en nous dotant d'une autonomie stratégique, notamment sur notre arme nucléaire, parce que par exemple, on sait que le Royaume-Uni a entre guillemets une double commande avec les États-Unis. On ne peut pas déclencher le feu nucléaire sans l'accord des États-Unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on est dans une posture compliquée par rapport aux États-Unis, sur le continent européen, il n'y a que la France qui dispose de l'arme nucléaire, et je pense qu'on serait tous plus en panique aujourd'hui si on n'avait pas cet atout-là, même si, je répète, c'est pas ça qui va nous permettre de tout régler. Mais c'est vrai qu'on a perdu un peu cette vision avec l'avènement des démocraties libérales. On pensait à la victoire des démocraties libérales partout. On a perdu cette vision. On pensait que c'était le monde allait rester en paix, mais dans l'histoire de l'humanité, la guerre a toujours existé. Je pense qu'on est plutôt dans une approche réaliste des relations internationales avec des pays qui vont tous défendre leurs intérêts. Donc c'est évident que ça mènera un jour à la guerre. Donc avec une Europe encore fractionnée, on voit Giorgia Meloni en Italie, voilà, qui ne veut pas froisser la Russie d'un certain point de vue, mais qui d'un autre côté ne souhaite pas la guerre et est quand même plutôt avec une vision européenne. On a le cas de la Hongrie avec Viktor Orban qui lui affiche clairement ses positions pro-russes. Là aussi, ça va être compliqué au sein même de l'Europe de pouvoir avoir une forme d'unité. D'unité politique, oui, j'entends. Évidemment, mais je pense qu'on n'aura pas.
il y a aussi, faut pas le nier, l'Europe a aussi connaît la montée des populismes. Il y a des divisions internes en Europe. Après, je pense qu'on peut avancer quand même. Parce qu'il y a quand même une majorité de pays qui partagent la position du soutien à l'Ukraine. Ça fait quand même maintenant 3 ans de guerre. Il y a quelques voix qui s'élèvent pour aller à l'encontre de cela, mais c'est quand même plutôt un soutien, je dirais presque unanime. On l'a vu d'ailleurs après les propos de Donald Trump face au président Zelensky. Mais oui, et puis aujourd'hui, si Trump s'attaque à l'Europe, c'est aussi parce que on a quand même une forme de solidarité. Et puis après, moi, je suis pas du tout dans une vision de l'Europe qui devrait devenir un peu fédérale. Vraiment, la France doit garder toute sa souveraineté. Enfin, en tout cas, la plupart de sa souveraineté. Mais par contre, pour répondre aux nouveaux enjeux mondiaux, je pense qu'il faut qu'on ait une Europe puissante, donc une France souveraine avec une Europe puissante qui soit capable de répondre aux nouveaux enjeux, que ce soit la guerre en Ukraine, l'enjeu climatique ou d'autres enjeux globaux qui vont se régler au niveau, au moins géographiquement, au moins au niveau de l'Europe. On ne pourra pas tout faire tout seul. Voilà, une Europe des nations, une Europe des nations forte finalement, ouais. qui pourrait coopérer. Voilà, une Europe des nations, mais en conservant une Union européenne et toute sa puissance, parce que on a oublié assez rapidement que l'Union européenne, elle a été créée à la base surtout pour éviter de se faire la guerre. Voilà, pour la paix. Pour la paix. Mmh. Et au final, ça fonctionne bien. Les pays européens ne se font plus la guerre. Donc, si aujourd'hui on se désunit entre nous, alors qu'on a déjà des empires, l'empire des États-Unis, mais surtout la Russie, qui veut faire tomber ce monde occidental, cette Europe occidentale, bah on sera en danger encore plus grave. C'est une guerre finalement contre l'Occident de la part de la Russie, on l'aura bien compris, pour retrouver ses frontières, cette grande Russie, vous y faisiez référence tout à l'heure. On a l'impression que l'Europe se réveille tout à coup, comme une baleine endormie, et s'aperçoit que bien voilà, elle a regardé ailleurs pendant que le monde changeait, le monde évoluait. Est-ce que finalement, alors je me fais un peu cynique, pardonnez-moi, mais est-ce que finalement ce qui se passe, c'est pas une bonne chose pour le continent européen, pour les pays qui constituent l'Europe? Ah, on verra ce qui va se passer, mais ça peut être une bonne chose si oui, on prend notre autonomie stratégique et il y a des actes concrets pour le faire. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'en 2016, on disait aussi à la première victoire de Trump, même si c'était pas du tout le même personnage, il était beaucoup moins radical, que c'était un grand changement, qu'il fallait prendre notre autonomie. Et on voit qu'aujourd'hui, pratiquement 10 ans plus tard, on est encore loin de ça. On s'est laissé endormir finalement. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer de sortir un peu des discours. Il va falloir essayer de faire plus d'actes pour pouvoir concrètement s'autonomiser en européen et avoir une France qui sera de toute façon très forte dans l'Europe, avec l'Allemagne. C'était là encore le sens du discours du président de la République hier soir, de passer finalement d'une sorte de réflexion à des actes concrets, avec quand même beaucoup d'inquiétude. Ce mot de guerre fait peur. On parle même de Troisième Guerre mondiale. Bon, alors on va pas ce matin angoisser nos auditrices, nos auditeurs, mais voilà, il y a quand même cette inquiétude. Elle ressort d'ailleurs dans l'opinion publique. L'inquiétude des jeunes générations. Alors là, je m'adresse directement à vous, Enzo Mousset, cette jeune génération que vous représentez, qui n'a jamais vécu la guerre, fort heureusement, se retrouve face à cette angoisse, face aussi peut-être à des mesures concrètes. On parle d'engagement patriote pour la France, de peut-être remettre au cœur de la jeunesse finalement, alors peut-être pas le service militaire, mais en tout cas la chose militaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous angoisser, ou au contraire vous dire, ben voilà, cette fois-ci on prend notre destin en main, on va avoir une réflexion peut-être plus cohérente vis-à-vis de la France et de côté patriotique, si j'ose dire. Alors bon, déjà je prétends pas parler au nom de toute la jeunesse parce que je connais pas tout le monde, mais oui, je pense que c'est quelque chose qui inquiète quand même globalement, qui, j'allais dire, les conflits en général intéressent, même si c'est terrible. On voit les réactions, notamment avec ce qui se passe en Israël, enfin sur la bande de Gaza. Voilà, ça intéresse la jeunesse. Je partage pas tous les avis, mais aujourd'hui, je pense que c'est vrai que nous qui avons pas connu la guerre, pas connu le service militaire, on a peut-être un rapport assez différent de nos grands-parents ou même de nos arrière-grands-parents. Mais il y a vraiment un travail, je pense, à faire sur l'histoire, voilà, parce que j'ai l'impression qu'on répète souvent les mêmes erreurs, un travail de mémoire,
Et ça, des fois, j'ai un peu peur qu'on le perde. Quand j'entends des jeunes, c'est une minorité, mais des fois qui peuvent dire, je sais pas ce que c'est la Shoah. Voilà. Il y a une inquiétude quand même d'une petite musique de l'oubli. C'est ça, et puis un peu des événements qui se répètent avec une montée des populismes, une crise éventuellement économique qui pourrait arriver, comme on a eu dans les années 30. Je dis pas que ça se répète forcément, mais on a ces dynamiques-là qui nous montrent qu'il faut réagir. Et c'est bien parce qu'il y a quand même des jeunes à s'engager, même si aujourd'hui, malheureusement, beaucoup se désintéressent de la politique. On l'a dit, les jeunes, en tout cas, quand on interroge l'opinion publique, très attentifs à ce qui se passe, alors particulièrement en Ukraine, évidemment, mais actuellement, au contexte actuel, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir envie, justement, de s'investir, de dire, voilà, alors pas pour faire la guerre, évidemment, mais pour dire, voilà, il faut changer... peut-être s'engager en politique, changer les choses, faire évoluer les choses, ne pas répéter les faux pas, on pourrait le dire comme ça, de vos devanciers. Oui, je pense que c'est bien que les jeunes s'engagent. Au-delà des différences politiques qu'on a chez les jeunes, comme on a partout dans le monde politique, c'est normal. C'est le débat finalement. Voilà, c'est le débat. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par les sujets, et c'est eux qui seront amenés à décider, c'est nous qui serons amenés à décider plus tard de ce qu'on veut faire de notre avenir. Donc je pense que l'arme qu'on peut avoir aussi, comparé peut-être aux jeunes par exemple en Russie, avec toute la propagande, tout le système fermé, c'est la connaissance, être capable d'avoir plusieurs informations pour pouvoir se créer un avis, et aussi je pense que la connaissance c'est la liberté tout simplement, et du coup on pourra décider de notre avenir. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que notre avenir ne donne pas forcément envie. Quand on voit tout ce qui peut arriver, que ce soit, là, on parle de la guerre, des enjeux géopolitiques, mais aussi des enjeux nationaux. Oui, on va en dire un mot, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que les enjeux nationaux et puis la politique nationale est très chahutée, très compliquée, très complexe, en tout cas moins lisible qu'à peut-être une certaine époque, sans dire c'était mieux avant, hein, c'est pas le but du jeu, mais on voit aujourd'hui une forme de radicalisation, si vous me permettez le terme, il est un peu fort, de la façon de faire de la politique en France, y compris sur les jeunes générations. On prend en référence ce qui se passe, par exemple, dans les universités. On prend le cas de Rennes 2, où il y a des agressions qui sont souvent sur fond, en tout cas à caractère politique. On l'a vu avec des étudiants qui ont été récemment agressés en marge d'une manifestation. Est-ce que là aussi, il va falloir rebattre les cartes et dire voilà, on débat, mais on ne se bat pas finalement. C'est peut-être un peu puéril, mais non, mais exactement. C'est le propre de la démocratie. Aujourd'hui, on voit, moi c'est mon avis personnel, mais un affaiblissement du débat public. Le débat public est de mauvaise qualité. On est sur des positions, des postures, des invectives, beaucoup moins de propositions concrètes, beaucoup moins de vision de long terme. Et ça, la vision de long terme, c'est aussi ça que j'aime bien chez Horizon. Et concrètement, je prends l'exemple de Rennes. Jeudi dernier, 2 étudiants devant la fac de droit de Rennes se font agresser par un groupe d'une trentaine de militants d'extrême gauche, armés, cagoulés, avec des parapluies, des gants préparés. Et donc ces deux étudiants qui étaient par ailleurs des militants dont je partage pas forcément les idées, c'est pas mon position. Voilà, des militants de l'Uni engagés au Rassemblement national, c'est pas mon parti politique, mais pour autant, je trouve ça scandaleux ce qui s'est passé devant la fac. Je trouve scandaleux aussi l'attitude notamment de Marie Mesmer, députée de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, qui après les événements s'est rendue au commissariat soutenir, si on peut le dire, en tout cas du moins ne pas condamner cette agression, puisque s'est rendue au commissariat pour voir si les 5 militants arrêtés étaient bien traités par la police. Je pense que là-dessus on devrait être unanime, tous les partis politiques démocratiques tout simplement dans l'enjeu de la démocratie devraient condamner ces actes-là, et c'est pour ça que avec Quentin Salambien, qui est référent des Jeunes Horizons Bretagne, on a fait un communiqué pour condamner ces actes-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que au-delà de la violence physique qui touche malheureusement ces 2 étudiants, c'est une violence psychologique qui est instaurée en fait. Le but à terme de ces groupes-là, c'est de faire peur. Moi, j'ai des jeunes aujourd'hui qui ont
pas des fois qui ont un peu peur de s'engager, alors qu'on est pourtant un parti voilà de centre droit, d'autres disent de droite modérée, mais voilà un parti plutôt modéré. Et on a des jeunes qui des fois ont peur de s'engager, notamment à Rennes, parce que ils ont peur des répercussions que ça peut avoir. Même si aujourd'hui, je veux souligner ça, il y a une dynamique positive à Rennes, avec notamment Charles Compagnon et son équipe. Qui a été notre invité il y a quelques jours. C'est ça, Charles Compagnon et son équipe, qui organisent beaucoup de choses, avec des vœux où on a de plus en plus de monde, notamment les vœux où il y a eu beaucoup de monde à venir, des propositions concrètes pour proposer une alternative en 2026 pour la ville de Rennes. Ça fait 50 ans que la ville de Rennes est dirigée par le même positionnement politique. Et je pense qu'il y a des choses à proposer. Et ce qui est intéressant, c'est cette coordination entre notamment Charles Compagnon et d'autres élus qui ont un lien fort avec des jeunes. Hier, on avait un événement sur le thème de l'égalité homme-femme qui s'est organisé. On avait Charles Compagnon, Charlotte Fayet, conseillère départementale, qui étaient présents. Et ça permet voilà de créer du lien intergénérationnel entre les jeunes et les élus. Et c'est ça qui est intéressant aussi chez Horizon. Avec, allez, on va pas se voiler la face, une forme de préparation justement à l'alternance. Vous y faisiez référence aux élections municipales de 2026, même si l'actualité va très vite et pose un voile un petit peu sur la suite. Mais voilà ces élections qui pourraient voir l'alternance. Vous y croyez, vous, à une alternance à Rennes, à un basculement de la gauche finalement vers la droite ou le centre droit? Charles Compagnon à ce micro appelait de ses vœux une forme d'union de la droite républicaine et jusque peut-être le centre-gauche. Oui, en fait, tous les gens aujourd'hui, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a une aspiration à Rennes à un changement politique. Voilà, il y a une aspiration à un changement politique. Après, quel changement, ça, on le verra plus tard. Ce qu'il faut dire aussi aujourd'hui, c'est que souvent on a cette idée, et ce qui est vrai, que Rennes est plutôt une ville de gauche, et donc beaucoup de gens qui nous disent ça sert à rien que j'aille voter. C'est une ville de gauche, si je vais voter, mon vote ne sera pas utile. Et on voit que lors des dernières élections, la majorité a remporté l'élection avec, je sais plus exactement le chiffre, 23 000 ou 26 000 voix exprimées c'est-à-dire avec un énorme taux d'abstention sur la ville de Rennes. Donc il y a une possibilité d'alternance. Après, ce qu'il faut, c'est construire quelque chose de concret, pas seulement critiquer et réclamer l'alternance. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Essayer de proposer quelque chose de concret, de l'amélioration pour la sécurité, pour l'urbanisme rennais, pour plusieurs sujets. Voilà, donc proposer un projet, j'imagine que les jeunes dont vous faites partie, les jeunes chez Horizon en l'occurrence, sont là aussi à la manœuvre pour apporter leur pierre à l'édifice, pour apporter leur pierre à ce projet. C'est ça, c'est ce que je voulais souligner aussi. Chez les jeunes Horizon, autant au niveau local, donc que ça soit sur la ville de Rennes pour mon cas, on a des propositions concrètes, on a du lien avec les élus, et autant au niveau national, les consultations qu'on fait notamment sur ce qu'on appelle l'aspect rayonnement, avec l'événement là sur l'égalité homme-femme, vont remonter au niveau national et on contribue au programme. Pour mon cas personnel, par exemple, je suis dans le groupe de travail sur la préparation du programme 2027 sur l'enseignement supérieur. Et donc de pouvoir mettre en avant des jeunes des territoires qui vont pouvoir proposer des idées et concrètement réfléchir au débat d'idées et pas seulement, même si je le fais, aller coller des affiches ou distribuer des tracts. Ça va plus loin finalement. C'est ça. C'est que le but, c'est d'avoir une vision plus loin, de pouvoir proposer des choses plus concrètes. Et on va presque s'arrêter là. Je voulais juste préciser pour nos auditeurs que Marie Mesmer, vous en parliez à l'instant, la députée LFI de Rennes, sera notre invitée dans quelques jours sur Bretagne 5. Voilà, peut-être répondre aussi à cette situation voilà de violence entre étudiants à Rennes, et là encore sur fond politique. Merci infiniment Enzo Moussa d'avoir été avec nous ce matin pour parler politique et politique internationale beaucoup avec ces bruits de bottes aux portes de l'Europe. Je rappelle que vous êtes référent jeune Horizon d'Ille-et-Vilaine et vous étiez avec nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Stéphane Hamon. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.